Merci de m'avoir invité à parler ici donc de la prise en charge ambulatoire avec un exemple, à partir de cet exemple qui est la maladie thromboembolique veineuse. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt. Ah, c'est pas la même présentation qui s'affiche ici que celle-là. C'est un petit peu compliqué parce que je ne peux plus le regarder là. Au niveau de la régie, ce qui se présente dans l'image ici, c'est pas la même chose, c'est pas grave. Donc oui, quelques liens d'intérêt avec les laboratoires, et donc de quoi je vais vous parler, c'est du développement du traitement ambulatoire. Alors, à quoi ça peut servir ce traitement ambulatoire? Eh bien, il y a quand même beaucoup d'intérêts. Premier intérêt, c'est que ça peut, et je crois que l'intérêt, il est d'abord pour nos hôpitaux, ça va optimiser l'utilisation de nos lits. Et par là, donc, faciliter l'hospitalisation des situations qui sont incontournables. Plus on va pouvoir traiter certains patients en ambulatoire, mais plus ceux qui ont véritablement besoin d'une hospitalisation, on pourra les gérer. Ça va limiter les coûts de santé, au moins quand on se met dans une échelle globale. Après ça, en termes de répartition des coûts de santé, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, c'est plus compliqué. Ça va majorer la satisfaction des patients, alors pas toujours, mais ça peut majorer la satisfaction des patients. Et ça peut, dans certains cas, et on verra comment, raccourcir les durées de prise en charge aux urgences aussi, si on est capable de le gérer. Ça, c'est une vision générale. Alors, quid de la maladie thromboembolique veineuse? Alors, vous n'êtes pas tous médecins, mais la maladie thromboembolique veineuse, c'est une pathologie qui regroupe deux entités. La thrombose veineuse profonde, donc c'est quand on fait un caillot dans les membres inférieurs, dans les grosses veines des membres inférieurs, et que ce caillot peut en partie se détacher, suivre la circulation corporelle et aller se bloquer au niveau du poumon, dans les endroits où les vaisseaux se rétrécissent. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'embolie pulmonaire. Et s'il y a une grosse partie du poumon qui est comme ça embolisée, il peut y avoir des répercussions importantes, en particulier sur le plan cardiaque. Donc c'est deux expressions différentes de la même maladie, avec des risques qui sont là aussi un peu différents en fonction des situations. Et ce qui avait été montré dans les travaux très récents là, faits par des gens du fin de la Terre, nos Bretons du Finistère, c'est qu'aujourd'hui en France, en 2016, la prise en charge de cette pathologie va varier notablement. Pour les thromboses veineuses profondes, la plupart du temps, c'est des prises en charge qui sont faites par les médecins angiologues, en ambulatoire, et très peu de ces patients sont hospitalisés, au maximum 33% des malades. Pour les patients qui ont une embolie pulmonaire, là, la situation est très différente. La majorité de ces patients vont être pris en charge dans des structures d'urgence, 66-67% de ces malades-là. Et ceux qui ne sont pas pris en charge aux urgences, ils vont directement dans des structures de prise en charge de type soins intensifs de cardiologie ou autres structures de ce type. Et 96% de ces patients vont être hospitalisés. Et en 2013, ça correspondait en moyenne en France à plus de 10 jours d'hospitalisation pour une embolie pulmonaire. Donc là, on a véritablement quelque chose qui est possible, qui a actuellement un impact en termes d'hospitalisation qui est important. Et c'est logique, parce que si on regardait les critères d'hospitalisation des maladies en général, tels qu'ils étaient établis il y a une dizaine d'années, eh bien l'embolie pulmonaire, elle justifiait pratiquement à chaque fois une hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'il y avait chez ces malades-là un potentiel risque vital de mis en jeu, en termes de défaillance cardiaque ou de défaillance respiratoire. Que ces patients justifiaient un monitoring, un suivi biologique pour adapter leur traitement de façon régulière, qui justifiaient des surveillances par les infirmières très réguliers en termes d'évolution de leur constante, et puis qu'il y avait des plans de prise en charge qui y étaient encore il y a une dizaine d'années, qui devaient dire il faut vous garder hospitalisé au lit sans bouger pendant au moins plusieurs jours le temps qu'on adapte votre traitement. Et là-dessus, on a fait beaucoup de progrès sur le plan scientifique et sur le plan médical. La première chose, c'est qu'on s'est aperçu que l'alitement n'était sûrement pas la bonne chose, qu'au contraire, finalement, l'alitement pouvait aggraver l'évolution de ces malades-là, et que si on pouvait les mobiliser très précocement, c'était une meilleure chose pour eux. Deuxième chose, on a pu mettre en place des traitements anticoagulants qui ne justifiaient pas de monitoring, de suivi régulier sur le plan biologique, par un traitement par des injections sous-cutanées ou par des traitements directement par voie orale, ce qu'on appelle les nouveaux traitements anticoagulants. Et là-dessus, pas d'ajustement de dose, donc une facilité de la prise en charge. Ce qui pourrait dire, est-ce qu'on peut traiter maintenant ces malades en ambulatoire? Alors là-dessus, quand on regarde la littérature, oui, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, avec pas énormément de patients, mais à peu près 2000 patients, ça regroupe actuellement l'ensemble des études faites, qui ont montré que quand on traitait les gens en ambulatoire, on avait un taux de complications qui était très faible, proche de ce qu'on avait donc, en hospitalisation de courte durée ou en hospitalisation complète. Et il y a plusieurs études de non-infériorité qui ont montré cette possibilité finalement de traiter certains patients en ambulatoire.
Ce qui fait que les recommandations internationales, elles ont évolué avec quelque chose, les recommandations européennes qui dataient de 2014, qui disaient qu'on pouvait considérer la prise en charge ambulatoire chez des patients à faible risque, et puis des recommandations toutes récentes de 2016, recommandations de la Société internationale de thrombose et d'hémostase, qui disent là, quand on peut le faire chez des patients à faible risque, quand les conditions sont optimales en termes de gestion ambulatoire, il est préférable de traiter les patients à la maison que de les traiter à l'hôpital. Ça, c'est un point intéressant. Donc, effectivement, on peut le faire sur le plan médical. Oui, mais comment? Quels sont les freins? Je vous dis, moins de 5% des patients traités en France en ambulatoire. Quels sont aujourd'hui les freins? Deux freins principaux. Le premier frein, c'est d'identifier les patients à faible risque. Quels sont ceux qu'on peut traiter de cette manière-là? Et le deuxième frein, c'est de mettre en place des conditions adéquates de gestion en ambulatoire de ces malades. Alors, on va reprendre ces deux questions une à une. Quels sont les patients à faible risque? Patients à faible risque, on est passé sur le plan de la réflexion internationale à une classification anatomique de ce qu'était la gravité d'une embolie pulmonaire, à une stratification du risque individuel. Et cette stratification du risque individuel, elle s'appuie sur une analyse physiopathologique qui dit que le premier élément de gravité, eh bien, il est tout simplement clinique, c'est les patients qui ont des signes d'hypotension artérielle ou qui ont des signes de choc, et c'est ceux-là qui sont graves. Peu importe finalement le niveau d'amputation, ce qui va faire la gravité, c'est quand on la constate et que les patients sont hypotendus ou choqués. Autre élément, c'est que chez les patients qui ne sont pas hypotendus et choqués, on peut mettre en évidence des éléments de gravité qui vont annoncer un risque d'évolution défavorable, qui sont la présence d'une dilatation du ventricule droit, c'est-à-dire des répercussions cardiaques de l'embolie pulmonaire, ou l'élévation de certains biomarqueurs, qui sont des biomarqueurs de souffrance cardiaque, le BNP, le pro-BNP ou la troponine. Et que là-dessus, donc, on peut classer des patients qui sont à risque d'évoluer de façon défavorable. Et pour finir, ce qu'on s'est aperçu de façon extrêmement importante, c'est que ce qui comptait encore plus que ces biomarqueurs, c'était le contexte dans lequel survenait l'embolie pulmonaire, le contexte lié au patient lui-même, et que ses capacités à surmonter cet épisode aigu allaient être dépendantes de ses antécédents. Est-ce qu'il avait des antécédents de cardiopathie, d'insuffisance cardiaque congestive sous-jacente, de maladies respiratoires, la BPCO, la bronchopathie chronique obstructive, de cancer sous-jacent, et globalement son âge. Et que ça, c'était des critères extrêmement importants finalement en termes d'évolution de la gravité. Et on a pu établir des scores dont le plus utilisé aujourd'hui, c'est le PESI, un score de sévérité de l'embolie pulmonaire, qui justement s'appuie uniquement sur ces éléments cliniques et liés au patient lui-même. Son âge, est-ce qu'il a plus de 80 ans ou moins de 80 ans, sa saturation en oxygène, sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque, est-ce qu'il a des antécédents de cancer et de pathologie cardiaque ou respiratoire. Et que là-dessus, rien que là-dessus, on pouvait identifier un groupe à faible risque et un groupe à risque plus élevé d'embolie pulmonaire, en termes d'évolution de cette embolie pulmonaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan médical, la stratification du risque de l'embolie pulmonaire, elle est relativement simple. On va classer les patients sur des éléments tout d'abord très cliniques, qui sont, est-ce qu'ils sont hypotendus et choqués, et ceux-là sont à risque élevé. Ça représente peu de nos patients dans les structures d'urgence. Ça représente, vous voyez, 5% des malades. Leur risque de décès, de complications, il est supérieur à 15%. À l'autre extrémité, il y a les patients qui n'ont pas de signe de choc et qui ont un score PESI faible. Chez eux, donc là, le risque de complications, il est très faible, de l'ordre de 1%. Et inversement, ça représente pratiquement le tiers de nos malades. Et c'est entre les deux qu'il y a là besoin d'autres paramètres pour stratifier ce risque, qu'on va classer les patients en risque intermédiaire fort quand ils ont un score PESI élevé et qu'ils ont une dilatation du ventricule droit et élévation de biomarqueurs, et d'autres qui sont à risque intermédiaire faible quand ils n'ont pas ces deux critères associés. Et comme ça, on a une stratification des patients, et ça nous permet de répondre déjà à une première notion. Quels patients on pourrait traiter en ambulatoire? C'est dans un premier temps déjà ceux qui sont à risque faible, et on peut uniquement se baser sur ce score de gravité qui est le score PESI. Donc, premier élément de réponse, c'est ça, et on a pu le démontrer dans un travail qui date maintenant de 2011-2009, avec des équipes européennes, et on a stratifié les patients dans une étude randomisée. Tous ceux qui avaient un score PESI faible, on les a randomisés traitement à la maison ou traitement à l'hôpital. Quel a été le résultat de ce travail? On a montré par là qu'on pouvait les traiter donc à la maison, avec un taux de complications qui était identique finalement dans les deux bras. Qu'on ne faisait pas courir de risque en traitant les patients à la maison quand ils avaient un score PESI faible.
Et ceci alors qu'on n'avait pas encore les anticoagulants oraux directs. C'était juste avant cette arrivée-là. Donc oui, on a démontré que ceci était possible, et ça fait un des éléments importants pour lesquels aujourd'hui cette pratique est intégrée dans les recommandations. Donc premier élément de réponse, quels sont les patients à faible risque? Oui, on est capable de le faire. Deuxième élément de réponse, quelles sont les conditions de prise en charge pour le faire? Les conditions de prise en charge, c'est d'abord qu'est-ce qu'on doit faire à un patient qui a une embolie pulmonaire. Et quand on regarde tout ce qui est nécessaire de faire, ce n'est pas uniquement d'en faire le diagnostic et d'évaluer la gravité. Il va falloir choisir le bon traitement, le traitement approprié à ce malade-là. Il va falloir réfléchir à comment l'informer sur sa maladie, comment faire qu'il adhère à son traitement. Ce qu'on appelle, à mon avis de façon inappropriée, l'éducation thérapeutique du patient. On ne parle pas d'éducation, hein, on parle simplement d'adhésion, d'intégration du patient dans sa prise en charge. On va devoir mettre en place des conditions de suivi et de surveillance de son traitement. On devra faire une analyse étiologique avec éventuellement une enquête familiale, définir la durée de ce traitement, définir l'évolution et suivre cette évolution à ses séquelles. Et clairement, ceci, ça ne peut pas être réalisé dans un temps d'urgence. Tout ceci dépasse, y compris les compétences d'un médecin urgentiste, y compris celui qui a un peu ses doubles compétences. Quand je suis en activité d'urgence, je ne peux pas faire tout cela. Donc, il va y avoir pour cela un certain nombre d'acteurs qui vont être nécessaires. Le médecin urgentiste peut-être, mais aussi les médecins vasculaires, l'interniste, le thérapeute, le pneumologue, le cardiologue, les biologistes, les radiologues, le médecin généraliste, les infirmières, et puis encore plus que ça, je dirais même le patient lui-même, son entourage et les soignants autour de lui. Et c'est uniquement en intégrant tout cela qu'on est capable de développer des conditions de prise en charge ambulatoire. Et ça ne peut pas reporter uniquement sur une décision et une prise en charge qui est uniquement basée sur le médecin urgentiste. D'ailleurs, quand on regarde les études qui ont été réalisées sur le traitement ambulatoire de ces malades-là, ils ne sont pas sortis comme ça, on n'a pas décidé, pof, vous partez, maintenant vous êtes suivi par votre médecin généraliste. Non, ils avaient tous un suivi très spécifique, avec une consultation ou au moins un appel téléphonique dans les 48-72 heures qui suivaient leur sortie des urgences. Ils étaient revus dans la semaine, en général. Ils avaient aussi un suivi à 1 mois. Ils étaient suivis par des structures spécifiques, qui étaient des cliniques des anticoagulants. On n'en a plus besoin en tant que tel, en termes d'éléments biologiques, mais en tout cas, il y avait une structure spécifique qui suivait ces malades-là, et avec aussi la possibilité d'avoir recours à donc, un avis spécialisé en cas de situation compliquée, de situation d'urgence. Et c'est ça, les conditions de prise en charge qui doivent être mises en place. Et c'est toute cette notion de filière de soins qui est actuellement, je dirais, aux bases des recommandations, à la base des recommandations donc, françaises qui sont en train d'être établies. Et ce qu'on a établi en termes de recommandations, c'est de dire si on veut traiter un patient en ambulatoire qui a une embolie pulmonaire, effectivement, il va y avoir une phase de confirmation diagnostique qui passe le plus souvent par la structure d'urgence, mais que le patient, il devrait être revu dans les 72 heures avec un avis spécialisé, revu dans la semaine, et ceci c'est probablement plus la place du médecin traitant, et suivi à 1 mois, où là on pourra commencer à voir avec le patient le contexte étiologique, et commencer à définir avec lui quelle va être la durée de ce traitement. Il va être revu à 3 à 6 mois, et puis il sera revu ensuite de façon annuelle, au moins avec une analyse de rapport bénéfice-risque de son traitement. Donc une prise en charge qui est relativement complexe, qui se place dans la durée, où la structure d'urgence est le point de départ, mais elle n'est pas la totalité de ces éléments. Et donc on voit que maintenant on a ces éléments-là. Donc on peut définir des patients qu'on peut traiter en ambulatoire, on sait quelles conditions il faut pour pouvoir les traiter en ambulatoire, et je vais vous parler un petit peu de l'expérience angevine, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place dans ce contexte-là. Cette expérience angevine, elle s'appuie sur un grand projet plus vaste, hein, qui s'appelle le projet Évasion, certains d'entre vous en ont entendu parler, qui visait à une prise en charge globale des troubles vasculaires en s'appuyant sur les nouvelles technologies de la santé et de l'information, en disant ceci, c'est un appui pour ces prises en charge-là, c'est un projet multidisciplinaire, soutenu très fortement par le CHU et l'UFR Santé. Quelques mots sur ce projet Évasion. Ce projet Évasion, c'est une structure globale de prise en charge qui vise dans un premier temps à regrouper sur un même espace les explorations vasculaires et un centre de consultation ambulatoire pour la prise en charge de ces patients. Un centre de consultation volontairement pluridisciplinaire pour avoir une approche globale des malades. Avec une volonté très très forte que ce centre soit tourné sur la médecine libérale, avec intégration dès le départ des médecins traitants
dans les décisions prises au centre et dans le suivi de ces malades-là, pour pouvoir aussi impliquer le patient lui-même et les acteurs des patients auprès de sa vie quotidienne dans les décisions, dans le suivi. Mais aussi une ouverture importante sur ce qui se passe en avant, donc en termes d'activités de recherche, et donc activités de recherche qui doivent aller non seulement de la paillasse au lit de l'hôpital, mais de la paillasse au lit de l'hôpital jusqu'au suivi du patient dans son domicile. C'est tout l'enjeu de l'Institut Mythovasque là, qui vient d'ouvrir sur Angers. Et pour cela, en s'appuyant sur ce qu'on on espère pouvoir mettre en place à terme, donc un espace de co-travail partagé entre le milieu de la santé, le milieu de l'ingénierie et le milieu de l'information en termes de santé. Et parce qu'on pense vraiment que c'est là-dessus que va se construire la médecine de demain. La première chose qu'on a construit, c'est cet espace de consultation, ce centre vasculaire et de la coagulation que j'ai eu la chance de diriger, avec des modalités de prise en charge qu'on a définies de façon un petit peu originale, puisque la prise en charge initiale des patients dans le centre vasculaire, elle n'est pas par le médecin. C'est un centre de consultation où les patients sont pris en charge en premier par une infirmière clinicienne qui va pouvoir discuter avec eux, comprendre aussi quelles sont leurs craintes, leurs attentes, quelles sont leurs compréhensions de la pathologie. Et on s'aperçoit que quand ce premier contact n'est pas avec le médecin, il y a d'autres éléments de la parole qui vont se libérer et on arrive ensuite à avoir une consultation beaucoup plus ciblée vers la demande du patient dès lors qu'on le fait comme cela. On a un dossier commun standardisé avec les ensembles de l'acteur là-dessus, qu'on est en train d'informatiser. On propose donc un bilan éducatif et d'éducation thérapeutique du patient. Ça débute en septembre 2016. On va mettre en place des systèmes de téléconsultation, de téléexpertise. Ça va débuter à la fin de l'année. On a une astreinte 24/24 qu'on appelle urgence thrombose hémorragie pour répondre aux situations les plus aiguës. Un staff pluridisciplinaire hebdomadaire où on analyse les cas les plus compliqués, ça sera pour moi ce midi, entre midi et 2, des implications étroites de l'ensemble des partenaires du CHU, des moyens qui ont été attribués par le CHU là-dessus, donc avec du temps infirmier, du temps médical, des locaux qui ont été mis en place, donc vraiment une structure qu'on a construite autour de cela. Et pour vous raconter un petit peu plus dans le détail, je prends l'exemple d'une patiente qu'on a pu voir au centre il y a quelques jours. Une jeune dame, jeune, elle a 50 ans, surcharge pondérale modérée, un tabagisme important, arrêté actuellement, un tabagisme important, des antécédents de thrombose veineuse profonde il y a 8 ans dans le postpartum, dont elle garde des séquelles, mais pour lesquelles personne pour le moment s'est vraiment occupé de cela. Et puis elle a une dyspnée récente, inhabituelle, qui fait évoquer une embolie pulmonaire. La prise en charge de cette patiente, antérieurement, elle aurait été admise dans la structure d'urgence, on aurait fait le diagnostic d'embolie pulmonaire, elle aurait été hospitalisée environ une semaine, on a pu raccourcir un peu une durée d'hospitalisation, et puis après, au terme de l'hospitalisation, elle aurait été suivie par son médecin traitant, et point. Ce qu'on lui propose aujourd'hui, maintenant, et ce qu'on met en place, c'est qu'elle est admise aux urgences, certes, avec un diagnostic d'embolie pulmonaire, avec une stratification du risque. Elle est considérée comme un faible risque en termes d'évolution. On va initier le traitement, et là, d'emblée, un contact est pris avec le centre, et la patiente sort avec un rendez-vous de consultation dans les 48 heures au niveau du centre vasculaire et de la coagulation. Quand elle arrive au centre, il y a une évaluation globale de sa prise en charge, je vous l'ai dit, médico-infirmier, ce qui va permettre de mettre en avant non seulement cette embolie pulmonaire, mais le syndrome post-thrombotique lié à sa thrombose veineuse qu'elle a eu il y a quelques années plus tôt, un syndrome métabolique, donc un facteur de risque vasculaire global lié à sa surcharge pondérale, avec une hypertriglycéridémie qu'avait cette patiente, et puis une coronariopathie sous-jacente, actuellement asymptomatique. Une analyse pluridisciplinaire donc, est prise en termes de décisions thérapeutiques pour elle. On l'a intégré dans un programme d'éducation thérapeutique qui intègre aussi donc, une réflexion sur l'activité physique et sa surcharge pondérale, enquête étiologique, enquête familiale, et un suivi qui est co-réalisé avec le médecin traitant et avec le centre le centre vasculaire et de la coagulation et le médecin vasculaire qui a vu cette patiente. Voilà ce qu'on lui propose aujourd'hui. Donc, et quelles sont les perspectives pour demain ? Je vous dis, on est capable aujourd'hui d'identifier ces patients à faible risque, on est capable d'avoir des consultations, un secteur de consultation et de suivi adéquat dans le cadre de cette filière, et on peut probablement traiter, c'est ce qu'on arrive là, on est actuellement à 20-25% des patients, on peut probablement traiter 30% des patients en ambulatoire avec ceci. Les perspectives, c'est sûrement d'aller plus loin. Et en s'appuyant sur l'expérience canadienne, on a montré que les patients qui ne justifiaient pas de soins hospitaliers de façon claire, et dès lors qu'on avait des conditions de suivi telles qu'on les a établies ici, adéquates, on pouvait les traiter en ambulatoire avec un bénéfice pour ces malades en termes d'évolution.
Et ça représente plus de 50% des malades qui ont une pathologie thromboembolique qu'on pourra traiter en ambulatoire. Donc on va passer de 5%, de moins de 5% à plus de 50% si on est capable de mettre ça en place. On est en train de mettre en place une grosse étude internationale pour évaluer cette prise en charge, y compris chez ces patients qui n'étaient pas traditionnellement considérés à faible risque. Et on est aussi capable, et ça sera pour demain, d'élargir ceci non seulement à la maladie thromboembolique veineuse, mais à d'autres pathologies cardiovasculaires, voire d'autres pathologies. Dans un premier temps, pour nous, c'est les fibrillations auriculaires, qui est le premier élément sur lequel on va évoluer. Et dans un deuxième temps, probablement, les accidents ischémiques transitoires, avec cette même filière de prise en charge. Et comment ça aussi? En s'appuyant, parce que je vous l'ai dit dès le départ, j'y crois de façon importante, sur les techniques de e-médecine, mais de e-médecine non pas uniquement à l'hôpital, mais au domicile du patient, avec des possibilités de télésurveillance, de téléconsultation, de téléexpertise, et d'éducation thérapeutique, finalement, auprès du patient directement là-dessus. Et c'est vraiment tout l'enjeu d'un autre projet intégré à Évasion qui s'appelle le projet EVA, dont j'ai eu la chance de parler hier avec les collègues au congrès d'ingénierie biomédicale qui avait lieu à Nantes hier. C'est pour ça que je n'étais pas avec vous à ce moment-là. Donc, c'est une histoire à suivre et je vous permets justement de vous inviter à venir au congrès qui a lieu à Angers le 25 novembre, qui est le congrès des sciences et santé connectées à Angers et qui fait suite aux Hospilike qui auront lieu le 24 novembre. Donc, je vous remercie de votre attention.